Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine réagit suite au massacre de Karma qui a fait des dizaines de morts le 21 avril dernier au Burkina Faso. Face à cette spirale de violence contre la population civile, l'organisation panafricaine appelle le gouvernement burkinabé à prendre ses responsabilités. Le Kenya, destination majeure du continent africain, use de stratégies pour attirer toujours plus d'investissements. Des contrats ont été signés entre l'État et plusieurs médias locaux et internationaux pour promouvoir les opportunités d'investissement qu'offre le pays. Et le 6e Forum international de Victoria s'est achevé le 30 avril 2023 à Dakar, au Sénégal. Cet événement dédié aux enjeux du leadership féminin a mis un coup de projecteur sur la question de l'intégration du genre dans la transformation numérique globale du continent africain. Et tout d'abord, au Soudan, les combats entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemedti se poursuivent pour la 3e semaine consécutive, et ce malgré une nouvelle trêve de 72 heures décrétée ce dimanche 30 avril sous médiation américaine et saoudienne. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce lundi 1er mai, intitulé « La situation est stable dans tous les États du Soudan », l'armée soudanaise a déclaré avoir réduit les capacités de combat des forces de soutien rapide de 45 à 55% en 15 jours. L'armée a également déclaré que le pays a hérité du lourd fardeau de l'erreur stratégique du régime déchu en formant la milice de soutien rapide créée en 2013 pour soutenir les forces gouvernementales. L'armée accuse les forces de soutien rapide de sabotage, d'intimidation et de pillage des citoyens. Les forces de soutien rapide n'ont pour l'instant pas répondu aux propos avancés par l'armée régulière. L'Union africaine condamne fermement le massacre de Karma au Burkina Faso, une attaque contre la population civile perpétrée le 21 avril dernier par des individus armés en uniforme militaire. Les derniers témoignages font état d'au moins une centaine de morts. L'Union africaine appelle le gouvernement burkinabé à prendre ses responsabilités en identifiant les responsables de cette tuerie. Les explications de Séverin Ndouke. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine demande aux autorités burkinabées de prendre leurs responsabilités dans le triste massacre des populations de Karma, localité située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Yatenga et où 60 civils au moins ont perdu la vie. Dans un communiqué rendu public, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a dit toute son indignation en condamnant fermement l'attaque survenue en date du 21 avril, non sans rappeler aux autorités burkinabées leurs obligations, notamment celle d'assurer la sécurité de ces populations. La Commission rappelle aux autorités burkinabées leurs obligations au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Burkina Faso est partie, notamment en ce qui concerne le caractère sacré de la vie, article 4. La Commission rappelle en particulier qu'un État peut également être tenu pour responsable d'assassinats commis par des acteurs non étatiques s'il approuve, soutient ou acquiesce à de tels actes ou s'il ne fait pas preuve de diligence raisonnable pour prévenir de tels assassinats ou s'assurer qu'il y a une enquête appropriée. Si le gouvernement burkinabé a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame, l'Union africaine, de même que la société civile, appelle à une enquête impartiale. L'organisation panafricaine insiste également sur l'urgence de prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection des civils, notamment dans le cadre des opérations militaires et de sécurité menées dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Il faut donner la latitude à ces enquêtes d'aboutir et il faut souhaiter que ces enquêtes aillent jusqu'au bout, non seulement pour laver l'honneur des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso qui sont accusées dans ce drame-là, mais aussi pour situer les uns et les autres sur ce qui s'est passé exactement. Au-delà de cet aspect, il faut que la communauté internationale prenne la latitude de prendre des dispositions pour éviter que ces genres de situations arrivent. Parce que lorsque ces situations arrivent, alors qu'ils ont été là, ils n'ont rien fait avant que ces situations arrivent, on tombe sur le coup du médecin après la mort. Le Burkina Faso est plongé depuis près d'une décennie dans l'insécurité nourrie par le terrorisme. Les changements anticonstitutionnels à la tête de l'État en 2022 ont ralenti les efforts de l'État pour vaincre ce fléau. Une situation à l'origine de nombreux déplacements selon des ONG.
La destination Kenya attire, ce qui ravit l'autorité kenyane d'investissement. En 2022, les revenus liés au tourisme ont augmenté de 83% par rapport à 2021. Forte de cette dynamique, l'autorité kenyane d'investissement compte surfer sur cette tendance pour promouvoir les opportunités d'investissement et stimuler la croissance économique du pays. Le point avec Séverin Douke. Le Kenya veut surfer sur la force des médias pour se positionner comme destination privilégiée aux multiples atouts pour les investissements. Dans cette optique, les opportunités d'investissement au Kenya seront désormais promues à travers le monde grâce aux accords de partenariat entre l'autorité kenyane d'investissement et d'importants médias locaux et internationaux. Dans les faits, en contrepartie d'un renforcement des capacités des stations des 10 médias, ceux-ci mettront en lumière les histoires kenyanes axées sur l'investissement dans le monde dans le but de stimuler l'intérêt et l'engagement des investisseurs. Cet accord va jouer un rôle très important dans le positionnement du Kenya en tant que destination d'investissement et soutenir notre quête pour stimuler l'investissement direct étranger et même nos exportations. L'autorité kenyane d'investissement déplore la communication insuffisante sur les opportunités d'investissement local, ce qui, d'après elle, conduit à l'expatriation des investisseurs locaux et un manque d'intérêt pour les investisseurs étrangers. L'initiative Prosper Africa, mise en œuvre depuis 2019 par les États-Unis pour accroître le commerce et les investissements entre les États-Unis et le pays africain, prévoit un investissement de 55 millions de dollars dans l'industrie du textile et de l'habillement, en collaboration avec 6 entreprises locales et étrangères. Il est temps pour le Kenya de raconter de belles histoires et d'expérimenter la croissance de l'économie. Oui, c'est un partenariat de prospérité. Selon les estimations de la Banque centrale du Kenya, la croissance du PIB du pays devrait s'accélérer pour s'établir à 6,2% en 2023 contre 5,6% en 2022. Le pays a signé en 2023 l'accord d'établissement du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, la filiale d'investissement d'impact de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. De quoi favoriser l'industrialisation, le commerce intra-africain et le développement des exportations. Intégrer la question du genre dans la transformation numérique globale du continent africain, c'était le but de la 6e édition du Forum international de Victoria. Un événement dédié aux enjeux du leadership féminin sur le continent africain qui s'est tenu au Sénégal du 24 au 30 avril 2023. Un coup de projecteur sur la question de l'intégration du genre dans la transformation numérique globale du continent africain. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. De nombreuses femmes en Afrique souffrent de discrimination fondée sur le genre, ce qui a un impact significatif sur l'accès des femmes aux technologies de l'information et de la communication. Elles sont entravées par des normes sociales restrictives. Avec des normes et des rôles sociaux établis, ces femmes sont souvent confinées à des rôles traditionnels et stéréotypés au sein de la famille et sont dotées des compétences nécessaires pour exploiter tout le potentiel des TIC. Ce rôle social très limité et responsable de la facture numérique à l'égard des femmes a fait l'objet de discussions lors de la 6e édition du Forum international de Victoria tenu au Sénégal. Quelle est l'image, quelle est la perception qu'on a des femmes au niveau de la société et surtout des femmes qui osent aller en fait sur les chemins des carrières en rapport avec les sciences. Bien souvent, elles ne sont pas encouragées. Bien souvent, elles sont perçues parfois même comme des rebelles. Donc tout ça doit changer. En ce qui concerne les solutions, Lydie Omanga estime qu'au-delà même d'une approche de changement de mentalité, les dirigeants africains doivent intégrer l'approche genre dans l'élaboration des politiques au niveau des gouvernements. C'est très important parce que ça permet déjà en amont de prendre en considération les femmes et les spécificités, ou encore de prendre en considération peut-être des stratégies qui vont permettre à ce que les femmes soient incluses dans toutes les politiques que les gouvernements mettent en place. De deux, il y a aussi tous ces problèmes d'accessibilité qu'il faut régler. Vous ne pouvez pas accéder au numérique quand déjà vous êtes dans un pays où l'électricité n'est pas accessible à tous. Selon la vice-présidente de l'ARPTC, l'éducation est un facteur clé pour combler l'écart numérique entre les sexes. Les investissements dans l'éducation et les compétences numériques, en particulier pour les femmes, peuvent être considérés comme bénéfiques à l'échelle de l'État et à long terme. On doit, en termes d'éducation, non seulement former les professeurs, donc ceux qui éduquent, à faire en sorte, pourquoi il faut les former? Parce qu'il faut les aider à ne pas reproduire les stéréotypes.
Lorsqu'une enfant, une jeune fille à l'école, on voit qu'elle a des aptitudes en mathématiques, en sciences, qu'un professeur ne la limite pas. Selon les recommandations du Haut Commissariat aux droits de l'homme, les pays développés doivent faciliter le transfert de technologies vers les États en développement et intègrent des programmes d'accès des femmes et des filles aux technologies numériques dans leur propre programme de développement. C'est une étape de plus franchie dans le développement économique du continent africain. Un nouveau protocole d'accord a été signé le 14 avril dernier par le système de paiement et de règlement panafricain qui s'étend aux bourses africaines. Le but, faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers par des transactions en monnaie locale et non plus en euros ou en dollars. Les explications de Eugène Chema et Laetitia Debilong. Le système de paiement et de règlement panafricain s'étend aux bourses africaines grâce au protocole d'accord rendu public le 28 avril 2023, mais signé le 14 avril au Zimbabwe entre le directeur général du PAPS, Mike Ogbalo III, et Tapelo Tcheole, président de l'Association africaine des bourses de valeur et PDG de la bourse du Botswana. Le PAPS permet depuis septembre 2021 aux opérateurs économiques de gagner du temps et de l'argent dans leurs échanges transfrontaliers en faisant leurs transactions en monnaie locale au lieu du dollar et de l'euro. La collaboration avec l'ASEAC a été la première organisation à mettre en place l'AELP avec comme objectif central le commerce transfrontalier de titres constitue une étape importante vers le déploiement du système de paiement et du règlement panafricain sur l'ensemble du continent. Notre tâche immédiate est de créer une équipe de travail constituée des représentants du PAPS et de l'ASEA afin d'identifier les moyens de faciliter le transfert de fonds entre les bourses africaines membres de l'ASEA. À cette fin, j'aimerais inviter les acteurs des marchés de capitaux concernés à se joindre à nous dans cette entreprise novatrice pour les entreprises et les communautés d'investissement africaines. Ce partenariat entre l'ASEA et le PAPS est un prolongement du projet d'interconnexion des bourses africaines, dont le lancement de la première phase ciblant 7 places boursières couvrant 14 pays africains avait eu lieu en décembre 2022. Il connectera les marchés des capitaux africains en permettant également aux acteurs des places boursières de réaliser des gains en délaissant le dollar ou l'euro pour des monnaies locales dans le commerce transfrontalier des titres. But when I want to transfer funds Quand je veux transférer des fonds de Gisenyi au Rwanda à Goma en RDC, je dois passer par une banque correspondante à New York. 4 jours, 65 millions de dollars par exemple, se retrouvent ailleurs. En 2019, l'Afrique a géré via SWIFT 20,5 milliards de dollars de transactions. Nous avons une plateforme alternative. Nous avons introduit avec la vision de mon frère aîné, le professeur Orama, mon autre frère aîné, le docteur Adesina. Nous avons introduit des outils pratiques pour permettre le commerce. 42 devises en Afrique, 5 milliards de dollars comme coût de la convertibilité des devises, le coût du commerce. Nous avons développé le système panafricain de paiement et de règlement pour permettre le commerce en monnaie locale. Infrastructure de paiement panafricaine, le PAPS a été mis en place par le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export pour faciliter les transactions intra-africaines et apporter une contribution importante à la matérialisation du projet du marché unique. Le partenariat avec l'ASEA vise aussi le déploiement du PAPS dans les pays membres de l'association, qui compte 9 bourses et une capitalisation boursière combinée à 1500 milliards de dollars. Partons à la rencontre du Sénégalais El Hadj Omar Sey, qui a été élu le 23 avril dernier président de la Confédération africaine de surf. Ancien surfeur de profession, il est un pionnier dans ce sport au Sénégal. Son projet, promouvoir et professionnaliser la discipline sur le continent, en l'insérant notamment dans les programmes scolaires. Un sujet de Paul Marcel Mayagui. Accepté déjà par sa fédération.
Le Sénégalais El Hadji Oumar Sy est depuis le 23 avril 2023 à la tête de la Confédération africaine de surf. Il succède au Marocain Mohamed Katmiri, deuxième président de la Confédération africaine de surf. Depuis sa création en 2017, El Hadji Oumar Sy ambitionne de rendre plus compétitif ce sport sur le continent. Je veux que le surf africain commence à gagner l'argent en Afrique. Je veux que le surf africain soit sécurisé en Afrique. Je veux que le surf africain soit fier d'être professionnel en Afrique. Sur le continent, le surf est notamment développé en Afrique du Sud, au Maroc, au Libéria, au Sénégal ou encore à Sao Tomé et Principe. Pour inciter davantage de personnes à la pratique de sport nautique, le nouveau président de la Confédération africaine de surf ambitionne de mettre un accent particulier sur la formation des jeunes, des femmes et des techniciens. Je veux que tous les techniciens africains qui ont le niveau aient leur diplôme ISA, ASC, pour pouvoir coacher, encadrer en Afrique. Si on a mis ces mécanismes en place aujourd'hui, on parlait sur notre projet phare, qui est la formation-développement. Détecter les nouvelles talents, les former et développer le surf africain. Comme ça. Pour le faire aujourd'hui, c'est en collaboration avec les autorités africaines, les présidents des fédérations, pour insérer le surf à l'école. Une fois qu'on a réussi ça aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer des pôles sport-études. Avec ses 30 500 km de côtes arrosées par 3 océans et plusieurs mers, l'Afrique est une destination idoine pour la pratique des sports nautiques. Pour le nouvel exécutif de la Confédération africaine de surf, ce sport pourrait contribuer davantage au développement du continent. À travers le surf, on peut développer beaucoup de choses dans ce pays. C'est vrai que j'entends aujourd'hui, nos autorités sont en train de mettre un politique sportif. Mais le surf est un des rares sports pour vendre cette destination au Sénégal. On peut vraiment développer ce pays à travers le surf. Parce que le tourisme du surf est très très puissant. Né en 1977, Angor El Hadji Oumar Sy est l'un des pionniers du surf au Sénégal. Il a signé son premier contrat professionnel en 1995. Après 25 ans de carrière, il s'est lancé dans le milieu du business comme opérateur économique, vice-président de la Fédération sénégalaise de surf, manager général de la World Surf League en Afrique de l'Ouest. El Hadji Oumar Sy est également l'entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise de surf. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.